Secure épisode spécial, je suis accompagné de Davy. Comment vas-tu? Ah ben écoute, très bien, merci de m'accueillir à nouveau. Toujours un énorme plaisir. On va continuer d'ailleurs sur notre lancée des 2 derniers épisodes, notamment le rachat des grandes compagnies et ce qui s'ensuit et sortir du cloud. Là, on aborde dans le fond un élément important et fondamental qui connexe à ces 2 sujets-là. Essentiellement la gestion du changement. On a tendance à oublier. Je suis personnellement coupable d'avoir oublié à certains égards les éléments importants de gestion du changement qui favorisent l'internalisation de ces changements dans les organisations et évite de brusquer les gens. Fait que je vais te laisser commencer avec ça. Oui, merci encore à nouveau de m'accueillir. Effectivement, comme tu le dis, c'est un sujet finalement qui est pas neuf, ce qu'on veut vous amener aujourd'hui, ou qu'on décide de parler, mais c'est un sujet qui est en filigrane de beaucoup ce qu'on dit et qui, à notre grand regret, puisqu'on en parle souvent en off, est souvent sous-estimé, voire totalement oublié de la part des clients, mais qui est responsable de 99% des échecs des projets chez les clients. C'est-à-dire que on a parlé dans les semaines précédentes, effectivement, de rachat de grands éditeurs par d'autres éditeurs, de bouleversements, qui a amené des changements techniques. Donc on change d'outils, on change de produit, on change de façon de l'intégrer ou de procédure pour faire quelque chose. Mais on oublie de comprendre que ce changement, il n'est pas technique. S'il fallait que la technologie, les robots nous remplaceraient depuis très longtemps, et on l'a dit dans les modules précédents sur l'IA, c'est pas demain la veille, les IA étant complètement connes, et les robots encore plus. Quand c'est pas des humains déguisés en robots, pour citer l'exposition chinoise il y a quelques jours où c'était flagrant. Non. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, moi j'aime bien dire quand j'accompagne mes clients, que je fais les formations, tout projet informatique commence à la couche 8 du modèle OSI et finit la couche 8 du modèle OSI. Alors, pour les non-initiés en informatique, le modèle OSI, c'est un modèle de référence qui ne possède que 7 couches, qui vont de la couche physique à la couche applicative. La couche 8, c'est ce qu'on appelle l'interface chaise-clavier, c'est-à-dire vous et moi, c'est-à-dire les êtres humains que nous sommes. Et tout projet informatique qui a besoin d'exister, c'est parce que des êtres humains l'exploitent. L'informatique n'en est rien, ce n'est rien d'autre qu'un outil au milieu d'autres outils. Vous pourriez parler d'outils pour poncer du bois ou faire des chaises, ce serait toujours des outils. Pour faire du pain, c'est des outils aussi. Donc changer les outils, changer les produits, ça veut dire d'abord changer le pourquoi on utilisait les anciens et qu'est-ce qu'on voudrait faire de plus ou de nouveau avec les nouveaux. Et donc, si dans un projet informatique, on arrive, par exemple, moi ça m'arrive très souvent avec le cloud est une nouveauté, c'est génial, on a envie de se plonger dedans, on y va, on ouvre les vannes, on fait du technique, boum. Mais il y a un problème, c'est des êtres humains qui l'utilisent. C'est des êtres humains dans lesquels ça rentre dans la vie de tous les jours et que ça peut bouleverser au point de créer des brisures. C'est-à-dire des moments où des gens n'arrivent plus à suivre, soit parce que c'est trop compliqué, soit parce qu'on leur laisse pas la place, soit parce qu'ils sont dépassés, soit par quelque chose de plus critique encore, c'est qu'on n'a pas de vision, ce qu'on est venu foutre là à changer. J'en parlais la dernière fois quand on parlait des raisons de quitter le cloud. Et je dis souvent, et on en parlait, il n'y a pas de raison d'aller dans le cloud pour la beauté du cloud, par exemple. Donc, à partir du moment où on initie un changement et donc on n'est pas au courant de pourquoi on le fait, ça fonctionnera pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et on l'avait dit, dans les témoignages des clients qui disent qu'ils regrettent d'avoir été dans le cloud, mais qui vous témoignent à demi-mot qu'ils vont y revenir, ils disent tous qu'en fait, ils étaient tous pas prêts à y aller. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire où l'entreprise, les participants, le patron ou la patronne doivent prendre le temps de les regarder potentiellement ce qui ne va pas trop et d'essayer d'aller voir qu'est-ce qu'on peut aller faire de mieux. Alors, nous, la gestion de changement, on en fait tous les jours parce que ça fait partie de notre métier. On s'aperçoit surtout que c'est un état d'esprit. C'est surtout un état d'esprit. C'est-à-dire une façon d'être présent aux événements. Pour citer mes amis pirates québécois de GoPirate, c'est cultiver l'antifragilité. C'est-à-dire, si quelque chose demain arrive dans mon environnement qui est étranger à mes habitudes, à ma façon de faire, comment je suis capable de recevoir ce bouleversement et quel effet il a sur moi. S'il me met hors de jeu très rapidement, m'empêche complètement d'avancer, c'est de la fragilité. Si j'ai une façon d'approcher les choses qui me permet de me poser les questions, d'essayer d'en prendre les perspectives, les usages, et puis d'essayer d'entrer dans le produit, de voir de pas trop, d'être un peu plus souple, c'est de l'antifragilité. L'antifragilité, ça se cultive comme n'importe quelle culture, en tant que, on va dire, posture face à un mouvement, à un changement, quelque chose de nouveau.
Ok. Et il y a plein d'endroits où on peut avoir besoin de changements à tout moment dans les entreprises, que ce soit dans le business, dans les outils techniques. Donc, on ne fait que ça, en fait. Comme je dis souvent, quand on a appris à changer, à partir de là, c'est notre culture complète. Ça ne veut pas dire, attention, parce que des fois, dans la culture d'agilité, on a cette espèce de spectre qui arrive qui dit qu'il faudrait qu'on change tout le temps pour rien. Non. Après, si on a un truc qui fonctionne et qu'on n'a pas de raison de le remettre en cause, moi, ça me va très bien. Comme je dis, Alléluia, Inch'Allah, que la force soit avec toi. Moi, si ça marche et que ça porte préjudice à personne, on continue. Ça me dérange pas d'avoir un truc qui reste. Moi, ce qui me dérange, c'est quand on fait un truc qui est néfaste, qui n'est pas bon, qui n'est pas optimisé, qu'on en bouffe les conséquences et qu'on s'entête à le faire alors qu'on est en train de visualiser, à défaut de voir les raisons, au moins les causes. Et souvent, les entreprises, quand elles viennent nous voir pour du conseil ou pour améliorer des choses, elles ont conséquence des causes, des résultats ou des causes d'un problème, mais elles ont du mal à remonter à la racine du problème. Alors, c'est très humain ce qu'on vient de dire, c'est que pour être capable de dire merde, j'ai fait des conneries, il faut déjà être capable d'être humble. Et l'humilité n'est pas une valeur distribuée de façon équitable sur la planète. Et c'est même plutôt, il y a plutôt de la rareté au niveau de cette ressource d'humilité-là qu'on peut retrouver sur la planète. Donc, elle a à la limite une certaine valeur supplémentaire de sa rareté. On avait dit, hein, la phrase la plus intelligente qu'on puisse dire, c'est je ne sais pas. Et reconnaître quand on a fait des erreurs ou des mauvais choix. Et ça arrive. Et on a pu faire des mauvais choix parce qu'ils étaient initialement très mauvais. Ok, c'est regrettable. On a pu faire des mauvais choix parce qu'à l'époque, ils étaient bons, mais ils ne sont plus adaptés à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y a aussi ça. Donc, je vais emprunter une méthode très simple. Il y a un auteur très connu qui est le référentiel absolu là-dedans. On vous donnera la biblio en fin de module, qui s'appelle John P. Cotter, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Leading Change. Et j'aime bien dans cette méthode, donc il y a 8 étapes. La première d'entre elles, c'est remuer les trucs qui vont pas pour sentir que ça sent mauvais et qu'il faut bouger pour aller voir autre chose. Et cette étape-là, c'est pour moi une des plus difficiles. Si votre client vient vous chercher parce que lui-même il sent qu'il y a des trucs qui vont pas et qu'il est prêt à faire ça, ça va, ça se passe bien. Le début, en tout cas, s'initie bien. Ça veut pas dire qu'il va bien résoudre après. Mais en tout cas, je dirais qu'on a des bonnes prémices pour bien démarrer. Mais il y a des clients qui viennent vous voir pour des excuses technologiques où vous comprenez dans les heures qui suivent ou les jours qui suivent dans les discussions qu'en fait, la raison, elle est pas technologique. Elle est que, par exemple, ils roulent avec le frein à main mis sur la voiture depuis des années, qu'ils comprennent pas pourquoi la voiture n'avance pas plus vite. C'est juste qu'ils ont pris la mauvaise habitude de rouler avec le frein à main. Je rappelle que pour qu'une voiture avance, il faut desserrer le frein. C'est mieux. Mais des fois, c'est juste une mauvaise habitude qu'ils ont pris depuis très longtemps parce qu'ils connaissaient pas le produit et ils se sont dit bon c'est comme ça. Sauf que ça a des conséquences. Je parle souvent dans mes cours, moi chez le consulting que je fais, de la dette technique. La dette technique, c'est tout ce qu'on fait qui prend du temps, de l'argent, de l'effort et qui ramène aucune valeur. Là, typiquement, souvent ces clients sont blindés de dettes techniques qui sont faits souvent pour des problématiques de manque d'organisation ou de manque de compréhension de ce que c'est que l'organisation du travail. Combien d'entreprises se sont montées avec des petites équipes, puis ont grandi en taille et n'ont pas pensé qu'il était temps peut-être de standardiser un petit peu la structure de l'entreprise, les méthodes de travail. Donc on travaille chacun un petit peu dans son coin à sa sauce. Sauf que ça, la loi de Conway l'explique très bien. À un moment donné, si chacun travaille dans son coin à sa sauce, c'est-à-dire qu'on travaille dans sa réalité et les réalités entre elles ne sont pas compatibles. Donc vous allez créer des frictions, vous allez rapprocher des projets ensemble qui devraient être ensemble et qui ne le sont pas, qui sont pas faits du tout de la même façon. Et quand vous allez les réunir, évidemment, ça va s'entrechoquer. Et au lieu de créer de la valeur, quelque chose de positif en ajoutant les deux projets bout à bout, vous allez rajouter des tonnes d'emmerdes, plein de dettes techniques à résoudre et un truc qui marche à moitié. Avec, pour le coup, du stress. Donc on voit que je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent putain, j'ai déjà vécu ça 10 fois dans ma vie. Où on va dans un projet, on avance sur un truc, on fait des réunions avec d'autres, on commence à comprendre qu'on se comprend pas, mais les deadlines arrivent, on produit le truc et on voit que ça marche pas. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas du tout dans la même on n'est pas du tout dans le même environnement, dans la même vision. Donc, c'est ce qu'on dit quand on fait de la gestion de changement. D'abord, donc, on remue l'eau pour que l'odeur nauséabonde elle sorte bien. Hop, on récupère bien quand ça pue. On dit, allez, qu'est-ce qui nous plaît pas, qu'est-ce qu'on a envie de changer? Parce que, à moins d'avoir des goûts très spéciaux, personnellement, je les ai pas, mais en général, quand il y a un truc d'inconfortable comme ça, à un bout d'un moment, on dit, ça suffit, quoi, ça m'ennuie, j'ai pas de raison de le faire, j'ai pas de raison de rester là, je dépense trop d'argent, on perd trop de temps, ça nous nuit. D'accord? Ce sont des situations qui sont néfastes. Donc, toutes les entreprises, quand on leur dit, on peut faire mieux, en général, elles sont assez rationnelles pour dire, oui, ça m'intéresse. Donc, quand on a ce point de départ, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on construit une vision.
C'est-à-dire qu'on dit, ça, c'est les aspects qui nous gênent aujourd'hui. Envisageons des solutions pour arriver à avancer. Les technologies, évidemment, sur lesquelles on vient nous chercher, là, peuvent être des solutions. C'est pour ça qu'on vient nous chercher sur ces sujets-là. Donc, nous, on a, je dirais, l'intelligence de revenir en amont sur les routes causes pour essayer d'être sûr que ce qu'on va apporter va bien résoudre ces problèmes-là et pas faire juste on n'a pas envie de mettre un pansement, en fait, sur une plaie béante. On a envie de régler la plaie béante d'abord, puis ensuite mettre potentiellement pas du tout de pansement, mais mettre quelque chose de mieux que ça. Et ce besoin de vision, on s'aperçoit que souvent, en fait, il n'y a pas, parce qu'il y a plein de petites entreprises qui le conçoivent pas, ou alors qu'ils l'ont conçu entre les fondateurs parce qu'ils étaient 2 ou 3 et qu'ils sont parlé plein de fois autour d'une pizza, d'un burger ou d'un bon restaurant, et que leur vision elle est claire, mais sauf qu'ils ont embauché 5, 10, 20, 30 personnes et que cette vision, en fait, elle est pas claire du tout pour les gens qui bossent avec eux. À partir du moment où vous demandez à des gens de faire quelque chose et que la vision de là où on doit les amener n'est pas claire, il y a de fortes chances que le résultat soit pas clair non plus, ou ne soit pas aligné avec votre vision. C'est un peu comme si je m'apprêtais à vous dire on va aller faire un trek dans le désert, on va marcher 40 km et que vous dites ah bah moi je vais aller marcher avec toi, mais vous savez pas du tout où on va ni quelle distance on va faire. L'expérience risque d'être très désagréable pour le coup. Si vous vous apprêtez à faire une petite balade dans les bois de 3 km et qu'on part pour 42 km dans le désert, c'est pas du tout la même chose. Donc il est toujours très 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 important de soulever justement le besoin de vision. Alors, le besoin de vision, bien sûr, il y a des grandes structures dans lesquelles ça tourne parfois un peu au bullshit, grandiloquent avec plein de termes dans tous les sens, ce qui est dangereux, hein, parce que c'est vraiment une très mauvaise habitude. Moi, j'avoue, personnellement, c'est pour ça que j'ai souvent du mal à travailler avec les très grosses structures, parce que je vais pas les accuser de perdre de l'intégrité, mais une très grosse structure a tendance à se déshumaniser et donc à essayer d'avoir une espèce. C'est comme si l'entreprise, au bout d'un moment, devenait presque autonome, même sans les humains qui sont dedans. Vous voyez, une espèce d'entité vivante qui va dire nos visions, nos valeurs, c'est ça, mais à l'échelle humaine, en fait, c'est inapplicable. Donc, il vaut mieux arriver à travailler à la vision d'un groupe humain plus spécifique. Donc, quand on va faire du changement, on va essayer d'amener dans chaque groupe humain quel est le changement à amener à leur échelle, voir s'il y a une vision globale qui peut bien sûr amener tout ça. Si j'ai plusieurs équipes qui travaillent sur du cloud, j'ai bien sûr une vision globale d'adoption du cloud et j'essaierai d'en faire une expérience propre ensuite à chaque entité humaine, chaque groupe humain, en disant pour vous, plus concrètement, ça va se traduire comme ça. Donc, on a besoin d'une vision qui soit claire. On a besoin aussi dans l'entreprise de gens qui portent cette vision. Si vous avez que le patron qui est convaincu et personne en dessous, même chose. Si, imaginez, vous êtes au courant d'un truc mystérieux dans l'univers, vous êtes le seul à le savoir, c'est une vérité absolue, vous pouvez sauver l'humanité, vous êtes la seule personne qui est au courant, vous pouvez la hurler haut et fort autant que vous voulez, si toute l'humanité va en sens inverse, il se passera rien. Donc, c'est pas parce qu'on a une bonne vision qu'elle est claire, qu'elle est portée juste par le pouvoir d'une personne. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle faire des coalitions quand on fait de la gestion de changement, c'est-à-dire qu'on va aller traquer les personnes qui ont un bon état d'esprit, qui sont plus favorables au changement, qui sont de meilleure volonté aussi, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur du challenge, ils comprennent bien que ça va pas forcément être facile, mais ils comprennent que dans leur métier, ça peut être un truc intéressant, motivant pour eux de se dire, tiens, on va aller changer les choses pour idéalement produire, non pas juste de la nouveauté, mais de l'amélioration. Et l'amélioration, c'est pas juste faire mieux avec les outils, c'est aussi faire mieux des fois pour l'humain, pour les collègues, mieux travailler, mieux être employé, ce qui est souvent une critique des collègues qui démissionnent. Ils démissionnent souvent parce qu'ils ont la sensation d'être mal employés. Et donc, dans un projet, on vous parle d'être mieux employé, évidemment que ça donne plus envie. Si vous avez passé des certifs, des diplômes, des choses comme ça, que vous êtes très qualifié sur un sujet, que vous vous retrouvez à faire des tâches de bas étage, bah non, ça plaît pas, en fait, ça plaît à personne. Il n'y a pas grand monde à qui ça plaît de déployer des VM à la main, des machines virtuelles pendant 50 000 fois par jour. Parce qu'en fait, un simple script peut le faire. Par contre, je préférerais être plus utile sur des choses sur lesquelles j'ai bossé. Donc, il y a ce travail-là, la coalition, c'est super important. Une coalition, donc, c'est des êtres humains qui ont du pouvoir ou à qui on va donner du pouvoir et on va transmettre la vision, on va la clarifier, on va même les intégrer dans la création, la définition de cette vision. Parce que une seule personne n'est pas calée pour ça. Le patron d'une entreprise, en général, est la pire personne pour définir une vision pour l'engagement de l'entreprise dans son intégralité. Il n'y a pas de patron miracle. Hein. Je sais bien que on critiquait ça déjà dans d'autres sujets, mais les grands patrons connus, comme des GAFAM, etc., n'ont rien fait de miraculeux en eux-mêmes. Ils ont juste aussi eu les sous pour embaucher les bonnes personnes. Et ils ont des coalitions de gens extrêmement bons autour d'eux qui font un très, très bon travail et qui portent une vision. Et donc, ils vont porter un élan. Un projet informatique ou un projet professionnel, ça ne se porte pas juste avec des décisions, ça se porte aussi avec de l'énergie, de l'engagement et le pouvoir d'engagement. Il faut pouvoir le susciter.
c'est pas pour rien qu'il y a des conférences dédiées au management pour apprendre justement à engager les gens, à maintenir cet engagement au-delà d'une seule réunion. Ça veut dire qu'une coalition qui va gérer une vision, donc elle va servir à la fois à définir la vision, l'affiner, la rendre plus adaptée à la réalité de notre entreprise. Elle va permettre ensuite de la porter. Il va falloir qu'elle ait un travail de répétition. Alors oui, la répétition, des fois on dit que ça ressemble entre la propagande et le marketing. Le marketing et la propagande, c'est à peu près la même chose, c'est la même méthode. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez que quelque chose soit acquis, il faut le répéter souvent. Mais en tant que formateur moi-même, je vous dirais que quand on forme des gens, il faut répéter les mêmes notions. C'est nécessaire parce que le cerveau, pour qu'il enregistre une information, il faut qu'il l'entende plusieurs fois. Donc si vous voulez qu'une gestion de changement ait lieu chez vous de façon durable, il faut que la répétition de l'objectif soit claire pour qu'elle amène justement la clarté et qu'au bout de 3 mois, 6 mois, si on arrête d'entendre le message, on a la sensation qu'en fait, ça y est, c'est fini ou que c'est plus à l'ordre du jour. Et qu'est-ce qui se passe pour l'avoir vécu? Si le message n'est plus martelé, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on est dans le retour en arrière, on est dans le retour dans des vieilles habitudes. Exactement. C'est une des choses dans lesquelles j'ai été coupable de changements trop rapides pour dans une organisation. Et si je regarde de façon rétrospective, maintenant, il y a à peu près 20% des changements qui ont été effectués qui ont réussi à persister dans le temps. Le 80% a été perdu. Donc, c'est pour l'organisation quand même une perte sèche d'énormes changements qui ont été effectués à ce moment-là et qui n'ont pas été internalisés par les gens, justement parce qu'un, c'était pas répété, trop rapide. Il n'y avait pas nécessairement d'adhésion non plus. On t'en parle un peu au niveau de l'adhésion, mais il faut écouter. Il ne faut pas que ce soit purement idéologique. On le voit, tu parlais des grandes structures. Les grandes structures ont un problème. Ils vont lancer une idéologie où les derniers éléments à la mode, notamment, est un des problèmes en technologie. Là, il faut faire toute la même chose. On est parti de sortir du cloud, mais c'est juste l'entrée au cloud est devenue idéologique. C'est pas, les gens ne vont pas au cloud parce que des raisons qui sont bonnes et qui sont prospères pour l'organisation et les gens qui y travaillent, mais on va au cloud parce que mon voisin va au cloud, parce que on le dit, parce que c'est comme la saveur du moment dans lequel on doit se diriger. Et à terme, ce changement-là, s'il n'est pas bien internalisé par les gens de l'organisation, il va être relâché. Et c'est pour ça qu'on arrive à des situations de discussion où on parle de sortir du cloud, mais la réalité, c'est juste parce qu'on n'aurait jamais dû aller dans le cloud initialement, de toute façon. Donc, on ne parle pas de sortir, mais on parle juste de revenir sur un choix cohérent et qui est justement dans une perspective de gestion de changement qui aide les organisations à avancer et non à faire un peu tout ça. Et comme tu le dis, en fait, la problématique vient de la prise de décision qui inverse la relation de cause à effet. Donc on finit par induire un changement sans être conscient que c'est un changement parce qu'on vient chercher un produit, alors que c'est l'inverse. On devrait vouloir changer parce qu'on a un problème et voir le produit comme une solution qui nous aide à résoudre le problème et non pas comme une finalité, mais simplement comme étant partie des outils qui nous aident à faire le boulot. Oui, absolument. Puis ça me fait bien rire parce que, puis on le voit beaucoup au niveau des startups, c'est des solutions qui se cherchent un problème. Oui. Là, on a déjà un problème. C'est déjà un signe d'alarme pour une startup qui se cherche un problème à régler. Normalement, la startup devrait émaner d'un problème à régler, à laquelle elle amène une solution qui règle ce dit problème-là, et non l'inverse, une solution qui se cherche des problèmes. Donc, pour la continuité des affaires, c'est mieux, disons, mais en changement, c'est exactement la même chose. On va pas arriver avec une solution sur un problème inexistant, on va arriver à partir d'un problème dans lequel on veut régler des éléments suivants qui vont aller vers du positif. Et de l'adhésion aussi, parce que les gens n'adhéreront pas à une solution, vont adhérer à une résolution de problème. Oui, si ça leur parle pas dans la vie de tous les jours, ils le feront pas. Ou ils ne seront pas engagés dedans, ils suivront les ordres mais ils comprendront pas, ce sera pas fait comme on le veut. Et il y aura pas non plus de validation parce qu'il y aura une absence de critères de succès parce qu'on saura pas ce qu'on peut mesurer. Donc exactement. Alors j'aime bien l'image, ce que tu disais tout à l'heure. Moi j'appelle ça les petits singes. Hein. Tu prends du temps à domestiquer les petits singes, tu leur mets des costumes, tu leur apprends à manger proprement. Tu penses que c'est acquis, tu t'en vas, tu vas faire une pause, tu reviens, ils sont tous à poil en train de se balancer leurs excréments au visage. Voilà. C'est ce qui se passe quand on fait de la gestion de changement et qu'on comprend pas qu'en fait une gestion de changement, elle n'est pas acquise juste parce qu'elle a eu lieu, mais qu'elle mettra beaucoup de temps. Alors, je veux pas faire peur à nos auditrices et nos auditeurs, mais généralement, on dit dans une entreprise, pour qu'une culture change, il faut 8 à 10 ans. Ça peut paraître beaucoup, mais non, en fait. Parce que ce que tu as décrit, moi, je l'ai vécu dans des entreprises où 5 ans après un changement induit, on a encore des tentatives de rollback, de retour arrière à de la culture.
parce qu'il va y avoir des gens qui vont résister, parce qu'il y a des gens qui n'auront pas envie, ou parce qu'en cas de stress, on ne sait plus quoi faire et donc on se réfugie dans ce qu'on avait l'habitude de faire, même si de façon tout à fait rationnelle, on pourrait concevoir, si on nous montrait de l'extérieur, que c'est pas du tout adapté. Mais quand on a peur, on n'est plus rationnel. C'est plus du tout la même chose. On réduit nos capacités. Alors, je prends cette image souvent, quand je fais de la gestion de changement avec les clients, quand on m'appelle en tout cas sur cette partie-là, je dis toujours, l'être humain a 3 cerveaux. D'accord? Donc, il en a 2 dans la boîte crânienne, puis il en a un dans le ventre. Donc, l'estomac est état. Moi, je suis très intelligent de l'estomac. Hein. Je suis un peu gros, mais bon, pour le coup, c'est pour ça que je suis très intelligent de l'estomac. Mais dans la tête, vous comprenez qu'on a 2 cerveaux. On a le cerveau, on va dire, le plus moderne, le plus intelligent, qui permet de faire des phrases, de l'humour, de comprendre des subtilités, d'apprendre 30 langues en même temps. Enfin, voilà, c'est celui qu'on préfère mettre en avant. Mais il y a une autre partie de votre cerveau qui est beaucoup plus petite, à qui vous devez votre survie littéralement. Il y a que l'humanité doit son survie, c'est le cerveau primaire. C'est celui qui fait que quand il y a quelque chose qui change dans votre environnement physiquement autour de vous, vous réagissez immédiatement. C'est-à-dire que vous parlez, vous écoutez, vous êtes dans une conférence, quelqu'un ouvre une porte dans votre dos, vous tournez la tête. Vous pouvez pas faire autrement. C'est-à-dire que cette partie du cerveau, elle reprend le contrôle, il dit attention, danger. Cette partie du cerveau, elle pose 3 questions quand elle rencontre quelque chose de nouveau. Elle dit 1, est-ce que je peux te manger? Voilà, survie. 2, est-ce que je peux me reproduire avec toi? Survie. 3, est-ce que tu es là pour me tuer? Et ben, quand vous arrivez avec un nouveau produit, une nouvelle technologie, une nouvelle approche dans un métier face à des êtres humains qui sont en train de le pratiquer, vous êtes en train d'interroger cette partie-là. Vous allez me dire, oui, mais moi, quand j'ai un truc nouveau qui arrive, je comprends, ça peut créer un petit stress, puis au bout de quelques secondes, c'est parti. Oui, mais ça, c'est faux. Tous les êtres humains ne sont pas égaux face au changement. Et donc, il arrive qu'il y ait des êtres humains qui aient le cerveau primaire qui reprend le relais plus qu'ils ne le voudraient eux-mêmes. C'est ce qui fait que vous avez une personne avec qui vous collaborez depuis 10 ans, que vous estimez beaucoup, que vous trouvez très intelligente, qui d'un seul coup n'est plus en capacité d'entendre le message qu'on lui envoie. Ça ne veut pas dire que la personne est moins intelligente. Ça veut dire que la partie cérébrale qui a pris le relais, c'est celle qui anime la peur. La peur est une petite mort, comme on dit symboliquement, pour citer certains auteurs connus. Et cette peur vous met en incapacité d'utiliser vos capacités cognitives. Si vous faites des sports de combat, si vous pratiquez des sports à risque, si vous êtes des anciens militaires ou dans la police, vous savez de quoi on parle, parce qu'on sait que quand l'adrénaline monte, quand il y a du stress, on perd nos capacités cognitives. Et c'est pour ça que les militaires s'entraînent, les pompiers s'entraînent. C'est pas pour la beauté du geste, c'est parce qu'il faut que ça devienne un réflexe presque musculaire, instinctif, où il faut qu'il y ait plus de réflexion. C'est pour ça que c'est des métiers qui demandent énormément d'investissement, parce qu'on arrive à un niveau finalement presque de méditation où on arrive à ce que ça sorte automatiquement. Et c'est ce qu'on fait par exemple quand on a on fait partie de la sécurité aussi. Et dans la sécurité, il y a besoin de s'entraîner pour être capable de réagir très très vite. Si vous avez une attaque d'IDOS, etc., il faut être capable de répondre extrêmement vite, mais tout en étant capable de comprendre, donc d'avoir les bonnes informations. C'est pour ça qu'on s'entraîne beaucoup. Donc à un moment donné, on est obligé quand même on prend en compte dans ces contextes-là que le cerveau est moins efficace dans les moments de stress. Et donc, ça veut dire que quand on a... C'est ça, puis j'ai rajouté, on perd à peu près au moins 80% de notre capacité cognitive quand on est en phase de stress, notamment dans l'incident, c'est un bel exemple. Mais en phase de stress, la peur induit du stress. Donc, on perd juste au minimum 80% de notre capacité. Aussi intelligent qu'on est, aussi bon qu'on peut prétendre, 80% de notre cerveau arrête de fonctionner de façon automatique dès que l'adrénaline embarque, dès que les éléments de choses, dès que la peur embarque. Donc, on est dans un état comme ça. Puis, il faut en prendre considération dans toute gestion de changement, dans toute gestion d'incident aussi, que ça arrive. Donc, il faut amener le calme pour aider notamment, moi, je suis plus dans la gestion d'incident pour ça, mais d'amener le calme. Mais c'est valable, effectivement, tu le tribues très bien. Dans d'autres domaines, on a des collègues qui sont passés chez toi avec qui on pourra en parler aussi, dans la résolution d'incidents, justement, dans les cas de crise. On a besoin d'avoir ces approches-là aussi, de comprendre que les personnes qui sont en face de nous ne sont pas moins intelligentes. J'insiste, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question que le cerveau chante des trucs inutiles pour dire mode survie, c'est ça. Ça veut dire, ouais, mais quand tu arrives avec une nouvelle technologie, en quoi tu menaces l'autre? Le cerveau, il dit, je sais pas faire. Si je sais pas faire, je ne suis plus employable. Si je suis plus employable, j'ai plus de salaire. Si j'ai plus de salaire, j'ai plus de maison, j'ai plus de manger. Et je suis mort. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas rationnel. Mais il faut entendre que c'est pas une question de rationalité. C'est une question on perturbe l'environnement, on amène un élément inconnu
qu'on ne maîtrise pas encore, dont on ne sait pas saisir les contours et l'objectivité. Et donc, ça veut dire qu'on est nous-mêmes dans l'instabilité face à ces événements. Je le redis, il y a des gens pour qui cette peur va disparaître en quelques secondes, quelques minutes, où la curiosité va, l'autre partie du cerveau va dire, à partir du moment où le cerveau reptilien dit, en fait, non, c'est bon, t'inquiète, pas de problème, poum, ça va redescendre, le reste du circuit va s'allumer et vous allez récupérer une personne qui dit, ah ouais, tiens, vas-y, parle-moi, ça m'intéresse. Et à partir du moment où on a creusé la culture que la curiosité, comme je dis, il n'y a rien qui ne s'apprend pas. Tout peut s'apprendre. Il faut juste prendre le temps, mais il faut déjà avoir mis son cerveau dans une capacité à entendre. Et on peut avoir, hélas, pour l'avoir vécu, on en l'a côtoyé plusieurs fois dans notre carrière, des entreprises dans lesquelles on a des environnements, et on l'a vu dans d'autres sujets, très toxiques, où la compétition entre collaborateurs et collaboratrices est là, où le management est très déficient, voire catastrophique, où il y a déjà des manques de vision de ce qu'il faut faire dans le boulot, les choses manquent de sens, où on est déjà dans une situation où les gens sont en stress élevé. Et on l'a dit, hein, le burn-out, c'est pas une petite maladie rigolote. Le burn-out, c'est que vous fonctionnez avec un niveau de stress qui fait que votre cerveau se coupe régulièrement, en fait. Donc, ça veut dire qu'on entretient ce constat, ce contexte où on a, en fait, une capacité diminuée, ce qui va augmenter le niveau de stress physiquement, donc le cœur, la tension, etc. Et qui, en fait, vous êtes dans un environnement où il y a plein de challenges à relever parce que c'est plus complexe, parce que l'environnement n'est pas bon. Et en plus, votre cerveau, lui, n'est pas au top de sa forme parce qu'il est déjà en mode « j'essaye de te faire survivre ». Donc, on se doute bien que le résultat, on l'avait vu dans les sessions qu'on avait parlé justement sur la santé mentale et le burn-out, c'est ce qui nous amène à... C'est pour ça qu'on parle de burn-out, on crame, on brûle toutes nos réserves, parce qu'en fait, c'est comme si on avait un moteur de voiture où on avait le frein enclenché tout le temps, on essaie d'appuyer à fond sur l'accélérateur en même temps. Donc à un moment donné, il y a un effet d'échauffement et qui va aller avec. Donc quand on fait de la gestion de changement, et on le voit hélas nous souvent, les clients changent de techno, brutalisent les équipes se retrouvent avec des objectifs à atteindre qui n'ont pas de sens. Et je dirais, au mieux, les gens se barrent, ils démissionnent. Et c'est au mieux pour eux. Au pire, ça fait un drame social dans l'entreprise. Et là, ça se voit où l'entreprise dit, ah, on a tout perdu. Et effectivement, parce que ça veut dire c'est des mois et des mois de projet, c'est des budgets perdus. Et c'est une expérience qui finalement n'est pas pérenne du tout. Parce qu'elle va casser de l'humain, elle va apporter de la perte financière pour l'entreprise, aucune entreprise n'a envie de ça. Et on peut comprendre que ce soit pas du tout l'objectif à atteindre. Donc on se doute bien on voit bien que ce manque de préparation à la gestion du changement, à l'adoption d'une vision, à la mise en place de cette vision, et la non prise en compte des êtres humains qui vont la parcourir, vont avoir un effet rédhibitoire. Alors, on va donner un autre conseil de lecture ici, c'est un bouquin bien connu, qui est écrit par Spencer Johnson, qui est écrit plus d'une trentaine d'années, qui s'appelle Who Moved My Cheese, qui a piqué mon fromage. C'est un tout petit bouquin, franchement, je le conseille à tout le monde. C'est tout court, peu importe votre boulot, peu importe ce que vous faites aujourd'hui, lisez-le. Il existe même pour les enfants, il est très utile, qui vous raconte justement, qui décrit par une petite fable la réaction face à la disparition d'un fromage, et avec les réactions des gens et des souris qui sont là autour de leur fromage. Il y en a qui bougent ailleurs directement pour aller chercher un autre, il y en a d'autres qui assistent, qui attendent, parce qu'ils se disent le fromage va forcément revenir, c'est obligé, on l'a toujours eu jusqu'ici. Et ça vous décrit très très bien les différentes attitudes qu'ont les êtres humains face au changement. Il y en a qui vont aller de l'avant directement, d'autres qui vont se précipiter sur le changement, et puis il y en a encore d'autres qui vont dire non mais attends, peut-être que ça va revenir, peut-être que... Et là, ça peut aller loin. Alors, bien sûr qu'il y a des gens qu'on va accompagner dans la limite du possible. J'ai aussi, dans mon expérience, moi, vu des gens démissionner dans des projets. Non pas que l'équipe les a poussés à, mais en fait, face au changement, il y en a qui ont craqué directement, qui ont dit non. Moi, c'est pas mon métier, c'est trop. J'ai vu une personne comme ça, démissionner du jour au lendemain. Et en fait, c'était le trop plein. Elle arrivait pas à passer le cap et elle n'était pas assez rassurée dans sa personne et dans son entreprise pour être pris en compte. Pourtant, l'entreprise, je peux vous assurer, avait fait ce qu'il fallait, mais c'est tout. C'est individuel. Après, on peut pas forcément tout faire. Et j'ai eu des managers qui étaient, eux, embêtés. Ils me disaient, j'ai des collègues, si tu veux, ils sont là. Ça fait des années qu'ils font à peu près le même truc. Mais là, on va tout remettre en cause. Et je ne sais pas comment faire pour les accompagner parce que je les connais et je connais leurs difficultés à envisager des changements. Donc des fois, même les managers peuvent avoir des difficultés à trouver la bonne méthode, la bonne approche. Je dis, on peut toujours que proposer d'initier le changement avec eux, de les intégrer. Des fois, il y a des bonnes surprises. Des fois, on avait des a priori sur des personnes qui, mis devant un changement de telle envergure, se disent pourquoi pas. À partir du moment où la personne a dit pourquoi pas, vous savez quoi, pour moi, tout est sauvé, c'est bon, on peut tout faire.
Et puis des fois, oui, il faudra voir, peut-être qu'il faut du temps, peut-être qu'il vous restera des trucs dans ce qui ne change pas à leur faire faire en attendant. Et puis, ça arrive aussi qu'il y ait des managements qui prennent la décision aussi de se séparer de personnes. Attention, dans ces moments-là, et là je vais rejoindre le bouquin de John Kotter, on a aussi, quand on fait de la gestion de changement, à détecter ce que John Kotter appelle les serpents. C'est-à-dire des gens qui, eux, vont être pleinement conscients qu'ils n'ont pas envie de changer. Et en fait, ils vous disent, moi je changerai pas et je t'emmerde. C'est-à-dire que là, on a carrément une volonté. Et cette volonté, elle est dans la résistance. Alors la résistance en psychologie, ça se comprend. Mais elle va être même dans l'action contraire, voire le sabotage. Et là, on arrive à un cap où dans la gestion de changement, on doit être vigilant. Il arrivera qu'il y ait des gens qui, dans les réunions, font leur tête de mulet. C'est-à-dire, non, n'ont pas envie, vous voyez, vous mettre des bâtons dans les roues. Le souci, c'est quand ces personnes-là font partie, on va dire, des couches de management ou de décision de l'entreprise. Parce que là, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin et ça peut littéralement entièrement saboter, bloquer tout le projet. Toute l'adoption d'un projet. On peut dire non, ça n'existe pas, c'est pas possible. Si. Alors des gens très haut placés qui ont une personnalité avec une forte résistance au changement pour des raisons qui leur sont propres et qui n'ont peut-être rien à voir avec le travail, mais qui vont rentrer en résistance très 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 forte et qui vont aller jusqu'à nuire aux bénéfices voulus du projet. C'est-à-dire que vous vous dites il y a un truc qui va pas, il faudrait changer les habitudes et là la personne vous dit non. On pourrait faire un parallèle avec le climat et les gens qui gagnent de l'argent sur le pétrole. On pourrait, voilà. Mais typiquement, c'est ce qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'ils vous disent, non, moi j'ai pas envie, parce qu'aujourd'hui je gagne encore plein de fric pendant encore pas mal d'années, et d'ici là, moi, le jour où ça partira en couille, je serai mort, donc je m'en fous. Donc là, on est face à une personnalité, non même pas qui résiste. Il a pleinement conscience du mal de son action, mais qui persiste dans cette action parce qu'elle voit son bénéfice à elle au détriment du reste du groupe. Donc là, évidemment que c'est très discutable. Alors personnellement, je suis sans pitié. Quand j'ai des clients comme ça, quand j'ai des clients qui ont cette problématique, je dis non, attendez. Là, effectivement, vous voyez, ça fait 3 fois que ça arrive, ça fait 3 fois, l'attitude, elle est là, on voit bien que la personne, elle est au courant, qu'elle comprend. Et regardez l'action qui suit derrière ou les passes droits qu'elle fait. Donc, à un moment donné, soit cette personne, elle comprend, soit elle est pas au bon endroit, il vaut mieux qu'elle parte. Mais on peut pas aller dans un sens avec des gens qui vont dans le sens contraire. Ça ne fonctionne pas. Et j'ai vu des projets s'arrêter net parce qu'une partie de l'entreprise n'allait pas dans le bon sens. Vous pouvez pas, en fait. Vous ne pouvez pas changer des gens qui ne veulent pas changer. Si vous accompagnez des gens dans votre vie qui ont des problèmes perso, etc., on peut vous donner des conseils, mais il n'y a que vous pour les appliquer. Donc le jour où vous avez envie de changer, vous changez. Si vous n'avez pas envie de changer, vous pouvez répéter autant de fois que vous voulez que vous allez changer, c'est faux, vous ne le ferez pas. Une entreprise, c'est pareil. Si une entreprise dit on va changer, mais qu'il y a des gens dedans qui n'ont pas envie, il va falloir trouver un moyen de motiver ou d'écarter les gens. Ouais, ça, puis j'en ai vu plusieurs cas comme ça. Puis en même temps, puis c'est un rappel aussi que le changement, c'est coûteux pour les gens. Là, tu l'amènes d'un point de vue personnel notamment. Puis, on est tous là, on devrait pas faire ci, on devrait pas faire ça, vous devriez. On est très, très facile à prodiguer des conseils aux autres. Mais la réalité, c'est que, puis moi, c'est toujours mon a priori, c'est que les gens ne changent pas. À moins d'avoir une raison très, très forte de devoir changer. Ils ont cette résistance naturelle on parle de la majorité des gens, parce qu'il y en a toujours qui sont curieux, plus que d'autres. Puis ça, c'est réparti dans un groupe. C'est toujours plaisant de trouver des personnes qui, dans un contexte de changement, qui sont curieux. Mais il faut présumer que les autres ne veulent pas parce que ça coûte énormément d'énergie de modifier des choses qui parfois ont beaucoup d'années de répétition. Donc, de difficulté à devoir renverser une façon de faire, ou tu le mentionnais avec le pétrole, je m'en fous, moi, à ma retraite, ils feront bien ce qu'ils voudront, mais si à ma retraite, emmerdez-moi pas. Là. Et tu l'as dit tout à l'heure, il faut qu'on ait quelque chose à gagner, tu le rappelles ici. Pour citer encore nos amis de GoPirate, what's in it for me? J'adore cette expression parce que c'est vraiment ça. Pour que quelqu'un se bouge le cul pour faire quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose à la fin. Si vous décidez d'arrêter de fumer, c'est parce que vous avez envie de vivre plus longtemps et de ne pas être malade. Moi, j'ai décidé il y a quelques mois de perdre beaucoup de poids. C'est pour ma santé personnelle et j'en ai le gain. Je vois le bénéfice tout de suite. Et il est évident que quand on se motive à faire quelque chose de neuf, tu l'as dit, c'est coûteux. C'est coûteux en investissement, c'est coûteux en énergie, c'est coûteux en argent, c'est coûteux en mobilisation, c'est vrai. Et donc, ça demande du courage à l'entreprise.
Et l'entreprise doit aussi faire valoir dans la vision quel va être le bénéfice pour les collaborateurs et collaboratrices, qu'est-ce qu'ils vont gagner eux. Je le dis souvent quand on fait la partie FinOps, par exemple chez les clients, c'est-à-dire la partie argent dans le cloud. Je leur dis, si vous voulez que vos collaborateurs et collaboratrices fassent des économies, partagez cette économie avec eux. C'est-à-dire que si vous font économiser, je sais pas, $1 200 sur un trimestre, eh ben vous prenez $120 et vous leur donnez un truc, vous leur payez un truc, vous leur filez un budget. Vous dépensez l'argent dans un autre budget d'un autre projet qu'ils voulaient faire qui n'était pas prioritaire, ou vous leur donnez un bonus financier en dollars, en piastres dans votre porte-monnaie, vous voyez, et les gens seront contents. Parce qu'en fait, c'est palpable, c'est pour eux. J'ai mon ancien associé et collègue Eric qui me dit, qui bosse souvent avec des entreprises, on lui dit, mais je comprends pas pourquoi les employés sont pas motivés autant que moi. C'est le patron qui dit ça. Je lui dis, mais toi, t'es patron. Toi, tu gagnes de l'argent sur la boîte. C'est ta boîte. Tu gagnes des dividendes. Eux, ils sont juste employés. À la fin du mois, ils ont un salaire, c'est tout. Qu'ils le fassent ou qu'ils le fassent pas, ils gagnent pas plus. Si tu veux qu'ils se comportent comme chez eux, chez toi, il faut que ce soit un peu chez eux aussi. Donc, te leur les bouts si tu veux que ça soit comme ça. Sinon, ça ne fonctionnera pas par magie. La vision, c'est pas du bullshit où on dit, moi, je vais faire ça, regardez, c'est beau, mais c'est moi qui ai tout le bénéfice. On amène quelque chose de neuf, de tangible, qui améliore l'expérience des collaborateurs et collaboratrices avec lesquels on travaille. Dans le cloud, c'est le fait qu'on va pouvoir faire que les gens vont faire plus leur travail que du boulot de bas étage mal qualifié. C'est déjà plus intéressant. Et puis potentiellement, avoir la possibilité de proposer des nouvelles idées. Ce qui est intéressant, ce qui est valorisant pour un être humain. Donc c'est plein de petits détails comme ça, mais qui comptent. Parce que quand on sait que ce sont des détails qui peuvent motiver une personne à démissionner, ça peut être aussi des détails qui permettre qu'une personne de talent reste dans une entreprise et amène sa richesse. Donc, on a besoin aussi de communiquer donc le changement. C'est pour ça qu'on disait, un peu comme de la propagande, c'est pas grave, la propagande c'est pas forcément sale, mais on va répéter pour que ça devienne une réalité, que les gens s'approprient l'idée, qu'on voit et c'est surtout aussi une idée de continuité. C'est comme les enfants quand vous les éduquez, si vous dites un truc 2 fois, 3 fois puis que vous arrêtez après, c'est comme si la règle n'existait plus. C'est pour ça que parents c'est chiant, c'est fatigant, ouais, j'avoue, j'en sais quelque chose, mais on répète. Et en fait, ce que les enfants attendent de nous, c'est qu'on soit toujours là à répéter la même chose, qu'on soit fiable, parce qu'ils ont besoin de cette fiabilité. Les entreprises, c'est pareil. Les employés dans l'entreprise ont besoin de la fiabilité, de la vision. C'est pas, on a dit une fois, on n'y allait pas, et puis démerdez-vous, c'est, on vous accompagne, on continue. Ça veut dire qu'il va falloir organiser aussi de la façon pour nos employés de s'investir et d'investir du pouvoir dans la réalisation. Donc ça, c'est une autre étape, c'est-à-dire donner des objectifs personnels ou par équipe à réaliser. Et puis, créer à côté de ça, en fait, la gestion, elle s'articule comme ça sur déléguer du pouvoir, faire prendre le pouvoir aux gens pour qu'ils puissent, s'approprier eux-mêmes la démarche, en faire une expérience personnelle qui va constituer à l'expérience de l'entreprise et un savoir-faire. Je peux venir vous conseiller 50 000 trucs chez vous. Si vous n'en avez pas fait un seul, ça n'aura moins de valeur que le seul truc que vous ferez chez vous. Donc, à un moment donné, il faut qu'on fasse et qu'on ait des résultats. Et on parle ensuite de consolider les petits gains. Mais je dis, il n'y a pas de petits gains. J'aime pas l'idée de petits gains. Je dis, il y a un truc qu'on sait faire, qu'on ne savait pas faire avant, et c'est un acquis sur lequel on va se constituer. Un gros changement, ça se fera jamais en une seule fois. Je recite mon ami Sébastien Stormac d'Amazon en disant, comment on mange un éléphant? Une bouchée à la fois, c'est tout. Donc c'est pareil, quand l'éléphant il est trop grand, ne mangez pas les éléphants s'il vous plaît, mais c'est juste une image. Quand l'éléphant est trop grand, on prend son temps, on découpe le truc en phases, et donc ça veut dire que dans la vision, on aura ces stratégies de phases, avec des premières phases, avec des choses simples. Mais une chose simple qu'on sait faire, c'est un truc qu'on sait faire que les autres potentiellement ne savent pas faire. Donc il n'y a pas ici de syndrome de l'imposteur, de dénigrement à faire. Si vous savez faire un truc que les autres ne savent pas faire, il faut le mettre en avant. Et dans une entreprise, c'est important. On va avoir aussi besoin, par exemple, de communiquer beaucoup sur les résultats opérés de chacune des initiatives. Si vous avez des équipes qui font chacun leur truc dans leur coin, ça a de la valeur pour les équipes, ça n'a pas de valeur pour les autres équipes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Fréquemment, on croise les retours d'expérience des équipes. Tiens, en fait, nous, on a fait ça nous a apporté. Ah, purée, c'est vachement intéressant. Et on le voit, en fait, parce que souvent, dans les entreprises, moi, ça m'arrivait de former plein de gens dans une même entreprise, où les gens de services différents dans le même cours n'ont pas du tout les mêmes expériences. Il y en a un qui vous dit, ça, on pourra jamais le faire, et l'autre vous dit, ça fait 1 an qu'on le fait. C'est la même boîte, ils bossent dans les mêmes locaux, ils sont pas au courant qu'en fait, ils n'ont pas du tout réalisé les mêmes choses et les mêmes expériences. Et on a tendance à se mettre des œillères à vivre dans l'environnement où on est exclusivement. Et c'est pour ça que dans les coalitions de vision et dans la propagande de projet, on va avoir besoin aussi de partager, de faire des retours d'expérience. Je rappelle aussi que du point de vue humain, ça va valoriser les gens qui l'ont fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va demander à des gens de parler, de se présenter.
qui vont porter un projet, qui vont porter l'image de ce qu'ils ont fait, y compris des résultats. Et je dis toujours, ce genre de choses, c'est pas fait pour dire regardez ce qu'on a réussi. C'est fait pour dire regardez à quel point ça n'allait pas. Voilà ce qu'on a amélioré. Voilà quels sont les problèmes qu'on a eus. Voilà comment on a résolu. Voilà qu'est-ce qu'on veut faire après. C'est-à-dire, le but, c'est pas juste de se brosser sur une idée. Ah, c'était génial ce qu'on a fait, on est très bon. Ce qui est très bien aussi, hein. On peut le mettre au milieu, ça, c'est important de dire, on est quand même super content de ce qu'on a fait. Et on a raison. Parce qu'en fait, il y en a d'autres qui l'ont pas fait. Et ce qui est important, c'est de s'engager dans une vision plus large en disant, c'est pas fini, on va avoir du progrès. C'est pareil. Enfin, je connais très peu de gens qui se retrouvaient dans un projet comme ça, qui aiment pas le projet. Je me dis, en fait, c'est épanouissant d'avoir un projet dans lequel on peut s'investir, on amène notre intelligence, nos conseils, nos idées. C'est en général plutôt des projets qui se passent assez bien. Et ensuite, pour terminer, c'est ce que tu rappelais tout à l'heure, il faut ancrer le résultat du changement dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut le revaloriser, il faut le voir, il faut visualiser, il faut arriver à effacer toute trace des anciennes pratiques. Et ça, c'est très difficile. Et par exemple, dans le cloud, on a la difficulté, c'est qu'un cloud peut être hybride, c'est-à-dire qu'il peut être chez un hébergeur tierce, mais aussi chez soi en même temps. Et dans ce cas-là, vous vivez littéralement avec deux cultures. Et là, c'est très difficile. C'est très difficile d'engendrer du changement durable parce que vous avez encore un environnement dans lequel il est beaucoup plus facile de céder à la tentation d'aller faire l'ancienne façon. Parce que vous y êtes attaché, parce que c'est toujours le même. Quand vous montez une boîte nouvelle, ou que vous montez des nouveaux projets, on pourrait en créer des nouvelles pratiques directement. Et quand on part d'un existant, c'est beaucoup plus difficile. Hein, perdre des mauvaises habitudes, c'est plus difficile que d'en prendre des bonnes. Absolument, c'est pas c'est ça, puis ça revient toujours, ça prend du temps, c'est de l'énergie, et les gens, à moins d'être vraiment motivés, puis là, les meilleurs exemples sont les exemples de choses au niveau de la santé. Tu mentionnais justement, tu as fait des choix récemment par rapport à ta santé, mais ces choix-là doivent être très, très fortement inscrits dans toi, parce que si ça ne l'est pas, les gens l'abandonnent. C'est pour ça que tous les éléments, dont la perte de poids, c'est l'exemple que tu as mentionné, échouent parce que les gens n'y croient pas vraiment. Et tant qu'ils n'y croient pas vraiment, ne porteront pas les gestes nécessaires face à ce genre de choses-là. J'ai eu des changements dans ma vie où là, je me suis mis à l'exercice, ça fait plusieurs années maintenant, mais exercice régulier, j'ai eu la frousse. Et ça m'a été un motivateur suffisamment puissant chez moi pour modifier mes habitudes de vie et abandonner certaines choses et adopter des meilleures habitudes de vie pour ma santé. Et c'est la même chose finalement dans les organisations aussi. Je dirais que souvent, les mauvaises habitudes qu'on ne perd pas ou qu'on perd un peu puis qu'on reprend, c'est parce que ce qu'on appelle, alors, je vais faire un peu de psycho, mais ce qui est néfaste, c'est ce qu'on appelle le bénéfice névrotique, qui est plus important que le bénéfice qu'on a de ressenti. Donc, la perte de poids, la santé, par exemple, on préfère bouffer, moins excessivement, etc., parce que ça m'apportait plus au niveau de mes, on va dire, déséquilibres psychologiques que le reste. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi être prêt, il faut avoir envie de s'investir là-dedans et avoir fait le deuil des bénéfices névrotiques ou néfastes pour se dire ça, c'est plus intéressant à valider. Ce qui est important aussi, à titre individuel ou en entreprise, c'est pour ça qu'on parle de répétition. La répétition, faut pas que ce soit vraiment du marketing, c'est-à-dire un truc qui soit vide de sens. Si vous répétez un truc vide de sens, vous allez juste emmerder les gens autour de vous, ils vont s'en aller parce qu'en fait, ça va les saouler, parce que c'est du mensonge. Et on en parlait en off tout à l'heure. Dire des trucs pour aller dans l'autre sens après et que ce soit pas vrai, à un bout d'un moment, enfin, ça ne marche pas. Ça épuise l'être humain, ça épuise le cerveau. La répétition, c'est pour induire de la discipline. On se répète qu'on va aller courir. On se répète que, tiens, je suis tenté de manger un truc. Non, en fait, tu sais quoi? Je vais faire le choix de manger plus sainement ça. Et on le répète de façon pratiquée parce que ça nous permet justement d'ancrer cette répétitivité qui nécessite, et tu l'as dit tout à l'heure, j'aime beaucoup cette idée que c'est coûteux, en fait. Faire un effort, c'est coûteux. C'est toujours coûteux. Il faut qu'ensuite, le fait de répéter nous amène la satisfaction. C'est pour ça aussi qu'on parle, par exemple, de valoriser les succès. Passer un déclencheur de dopamine. C'est-à-dire que c'est du plaisir aussi. On a réussi. Putain, j'ai fait ça. Merde, j'avais pas réussi avant. Je suis super content. Bah tiens, on parlait de faire des efforts. J'ai encore marché 6 km ce week-end. Je suis rentré du truc. J'étais content. J'ai fait le truc et je me dis, je l'ai fait. C'est un acquis. J'ai pu le faire. Je suis convaincu que je sais le faire. J'ai convaincu que je peux le faire et j'en vois les bénéfices le matin en montant sur la balance. Et donc, ça ancre dans la répétitivité. C'est pour ça que on mettra jamais assez autant l'emphase sur l'initiation du projet. C'est-à-dire comprendre qu'on va régler quelque chose de néfaste, on vient y gagner quelque chose, et que l'entreprise entière soit convaincue par la vision qu'on va apporter.
et qu'on va porter ensemble. Et cette discipline-là, elle ne peut pas être maintenue que par les individus qui réalisent. C'est pour ça qu'on a besoin que l'entreprise soit entièrement dévouée à ça. Un changement ne peut pas être initié par des couches intermédiaires d'une entreprise. Un changement, ça se fait du patron jusqu'au balayeur de l'entreprise. C'est tout. Sinon, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a soit ça descendra pas assez dans les étages, soit ce n'est pas décidé en haut. Pire encore, un changement peut être initié par des couches intermédiaires de l'entreprise et aller à l'encontre de décisions de la direction de l'entreprise qui va aller créer un chaos. Et là, c'est dramatique parce que quand on a des changements qui vont pas dans la même direction ou qui résistent, la friction va être telle que ça ne fonctionnera pas. Je rappelle que si on essaye de faire des faux changements comme ça, dans tous les cas, c'est du vécu, vous pouvez faire le tour de toutes nos entreprises, c'est forcément un échec. C'est-à-dire que vous allez perdre de l'argent, perdre du temps, démobiliser les gens qui vont partir. Moi, je vois pas en quoi c'est pérenne, mais pourtant, hélas, force est de constater, on en est un peu blasé d'ailleurs, mais c'est tellement fréquent, tous les ans, on croise des clients chez qui on s'aperçoit qu'en fait, là, il y a un changement qui est induit, comme on disait tout à l'heure, dans le mauvais ordre, c'est-à-dire par un besoin technologique qui n'est pas légitimé par un besoin stratégique et qui ne se justifie pas en soi. Ouais, c'est ça. Puis en général, puis pour l'avoir vécu, ça mène à rien, justement. Puis c'est juste des reliques. Puis en plus, ça devient, à terme, là, je le regarde avec humour maintenant, mais tu sais, j'étais investi dans un des changements que je fais référence. Quand je portais des affaires, j'amenais l'organisation plus loin, puis c'est tout ça. Mais l'échec à ça, puis ensuite tu regardes ça, parce que j'ai resté dans l'organisation, puis j'ai vu la détérioration. Un peu au début la tristesse de voir tout ce que j'avais voulu amener à l'organisation finalement est en train de se faire. En même temps, c'est de voir comment l'organisation perd aussi de ces éléments-là, puisqu'elle n'a pas bien mobilisé les gens en cours de chemin, parce qu'elle n'a pas tous ces éléments-là ont été un peu oubliés dans le traitement. C'est, dans le fond, à somme toute, 80% de l'investissement du changement est une perte sèche et qu'une perte financière aussi, parce que l'organisation investit du temps et de l'énergie dans ce changement-là, qui est en bonne partie cloud dans ce cas-ci. Et le retour arrière, puis on en a parlé dans l'épisode sur le sortir du cloud, mais le retour arrière va impliquer des sous pour le retour arrière. Donc, l'organisation investit des sous pour aller dans le cloud et va réinvestir des sous pour sortir du cloud parce que l'organisation n'était pas prête ou pas entièrement prête où il y a des changements. Pour réinvestir, dans le moment où ils finiront par y aller quand même, et cette fois-ci plus accompagnés, on voit bien quand même qu'il y a effectivement un manque d'efficacité. On redonnera en complément aussi la biblio pour ceux que ça intéresse. Et puis si c'est des sujets que vous voulez voir compléter, n'hésitez pas à venir nous en parler. Oui, absolument. Ça a brossé un bon premier regard là-dessus. C'est sûr qu'on peut descendre plus loin, mais on va s'arrêter là à ce moment-ci, justement pour laisser digérer. Puis ensuite, ça devient des cas des cas d'études spécifiques, lequel vous pourrez nous soumettre. On pourra justement commenter ou délibérer sur ou amener nos réflexions sur ces éléments-là dans lesquels on a vu ou vécu des éléments qui étaient meilleurs et d'autres un peu moins périns. Sur ça, je te remercie énormément. C'est toujours plaisant ces conversations-là parce que ça l'amène un peu de réel dans l'irréel que les organisations nous présentent. Merci à toi.